Bonsoir et bienvenue pour cette séance virtuelle en compagnie de Jacques Kermabon, que j'aurai le plaisir d'accueillir dans quelques instants pour ce Zoom sur Madame de. Je salue mes collègues Pauline et Clément, que vous ne voyez pas mais qui assurent toute la partie technique de cette séance. Donc merci à eux. Alors pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, le principe du Zoom sur est simple. Il s'agit d'une séquence de film qui est analysée en direct par un amoureux ou une amoureuse du cinéma, un critique universitaire, artiste, un cinéphile, qui décortique donc un extrait de son choix et le partage avec nous. À la fin de cette analyse, s'il reste un peu de temps, l'intervenant peut répondre à des questions que vous auriez, vous, public, posées via le chat. Une nouveauté cette année, le rendez-vous est désormais proposé le lundi à 18h30. Alors ce soir, c'est une séquence de film de Max Ophuls, Madame 2, sortie en 1953, que nous propose notre invité Jacques Kermabon. Jacques connaît bien le Forum des images, il a collaboré plusieurs fois avec nous, notamment pour un cours de cinéma autour du film de Jan Svankmajer, Alice, cours que vous pourrez retrouver en ligne sur notre site avec tous les cours de cinéma. Il a de nombreuses activités, bien sûr. Il est chargé de cours à l'Université Paris 1. Il est entre autres rédacteur en chef d'une toute nouvelle revue consacrée au cinéma d'animation qui s'appelle Bling Plank, dont je vous présente le numéro 2. Il a écrit de nombreux ouvrages et tout dernièrement, à la fin 2019, une monographie consacrée justement à Madame 2, qui est parue aux éditions Yellow Now. Voilà, donc bonsoir Jacques, et je Bonsoir, vous passe merci. la parole. Bien, ben merci, merci de m'accueillir, de me permettre de dire quelques mots de cette séquence que j'ai choisie de Madame de. Je crois qu'il faut un peu la reciter. J'ai peut-être deux mots rapides sur Max Ophuls quand même, puisque Max Ophuls est un cinéaste d'origine allemande, hein, même quand il est mort, même si quand il est mort, il avait la nationalité française. Il a fui le nazisme, il s'est réfugié quelques années en France, il a tourné quelques films en France, par exemple de Meyerling à Sarajevo, et puis il est parti ensuite aux États-Unis, où là il a tourné un certain nombre de films à Hollywood, dont le merveilleux Lettre d'une inconnue. Puis il est revenu en France, et là il a signé trois films, le plaisir, la ronde d'abord, le plaisir et Madame de, et avant son dernier film, Lola Montes. Euh, dans ces trois films, La Ronde, Le Plaisir et Madame de, il a eu le bonheur, parce que pour lui, ça a été un moment très, très intense, de diriger Danielle Darieux, qui est une actrice qui a beaucoup compté pour lui, et on la retrouve donc dans Madame 2, elle a le rôle principal aux côtés de Charles Boyer et de Victorio De Sica. Alors, la séquence n'est pas au début du film, donc je la rappelle pour ceux qui n'ont peut-être pas le film en mémoire, même si je pense que beaucoup de personnes présentes ont vu ce film qui tourne autour d'un bijou, hein. Vous vous rappelez que c'est un bijou qui est un des enjeux dramatiques, pourrait-on dire, de ce film. Et ce bijou donc, que Madame de a vendu pour avoir un peu d'argent, à l'insu de son mari, parce qu'elle avait besoin de s'acheter peut-être des choses un peu superficielle. Enfin, en tout cas, elle la cache à son mari. Ce sont des gens très riches, donc je pense qu'ils peuvent vendre et acheter des bijoux sans que ça affecte beaucoup leur budget. Et puis ce bijou, le mari le rachète parce qu'elle fait semblant de le perdre. Madame de fait semblant de le perdre. Le mari le rachète au bijoutier pour éviter un scandale, parce qu'on commençait à parler de vol, et il l'offre à sa maîtresse, et sa maîtresse part à Constantinople, où là, elle a besoin d'argent parce qu'elle perd au jeu.
elle met ce bijou en vente et ce bijou est acheté par un diplomate italien, donc Vittorio De Sica, le baron Donati, qui l'achète en le découvrant dans la vitrine et l'emporte avec lui en revenant, en allant sur Paris où là, il va retrouver un poste d'ambassadeur auquel il est affecté. Et donc, arrivé à Paris, il est mis en relation avec Madame de, donc Daniel Darieux, par l'intermédiaire de plusieurs personnes, dont le mari, et à l'occasion d'un bal, ils, se, ils sont amenés à danser longuement sur plusieurs jours. Il y a une scène fameuse, la scène fameuse du bal où on enchaîne un certain nombre comme ça de balles où ils sont de plus en plus serrés, de plus en plus intimes. Donc ils tombent amoureux l'un de l'autre et c'est un peu le nœud du film, hein, enfin, ce drame, cette relation d'amour. Et la scène que vous allez voir, c'est un moment où après ce bal, il y a eu une scène à la fin du bal, ils apprennent que le mari est revenu des manœuvres, parce qu'il était parti aux manœuvres, et donc ils avaient pu danser plusieurs jours d'affilée. Et ils sont, alors qu'ils ont vécu ce moment très intense où ils étaient serrés l'un contre l'autre, ils se retrouvent évidemment séparés et pendant quelques jours, ils ne se voient plus. Et là, ce moment, c'est un moment où Madame de venait de dire la veille à son mari qu'elle avait décidé de partir à l'étranger pour ne pas céder à cette passion. Et le baron Donati vient la visiter. Voilà, donc c'est cette scène que je vous propose maintenant de regarder. Voilà, on va la lancer, je crois. Merci. Comment avez-vous su que je partais? Ah, je ne savais pas que... Je venais vous rassurer et vous remercier de votre intérêt. Vous admiriez ce tableau? Si. C'est la bataille de Waterloo. Waterloo, Waterloo, morne pleine. Celui-là, là-bas, c'est Blücher. Oui. Et tout de suite à droite, il y a Napoléon. Tiens, je ne l'aurais pas reconnu. Il paraît que c'est quand on a trop à dire qu'on se tait. Pourquoi partez-vous? Pourquoi ne voulez-vous pas que je parte? Où irez-vous? Sur les lacs italiens. Sans moi. Quand j'y serai, je me demanderai probablement pourquoi j'y suis venue. Pourquoi alors? Oui, pourquoi? Ma chère amie, j'ai fait une folie. Et comme vous ne me l'avez pas encore reproché, j'ai peur que vous ne vous en soyez pas aperçu. Une folie, mais laquelle? J'ai fait une folie. Un cadeau dans mes roses. Je l'avais acheté à Constantinople. Et je ne savais pas encore pour qui. Oh, en effet, c'est une folie, si mon Je mari... voulais vous obliger de penser à moi. Madame est là? Madame la comtesse va probablement descendre tout de suite. Le baron Donati l'attend dans la bibliothèque. C'est bon, voilà une histoire.
pense qu'il a fallu qu'elles aillent à Constantinople pour me revenir. Je suis ravi de vous voir chez moi, mon cher. D'autant plus ravi que rien, dans notre conversation d'hier au cercle, ne pouvait me faire prévoir ce plaisir. En effet, c'est par hasard. Un heureux hasard, je dois le dire. Car vous allez pouvoir présenter vos souhaits de bon voyage à Louise, qui part pour quelques jours. Peut-être pour quelques semaines. Vous ne le saviez pas? Ma foi, non. Vous ne l'avez donc pas vu? Si. Si. Il ne vous a rien dit. Les femmes, mon cher, toutes les mêmes. Des mystères pour les choses les plus simples. Bonsoir, mon ami. Vous m'amusez. Quoi? Notre ami vous expliquera. Si vous voulez bien l'accompagner, il est temps. Votre train part dans 1 heure. Au revoir, cher ami. Au revoir. Où pourrais-je vous écrire? Ma femme de chambre vous enverra mon adresse. Revenez bientôt. Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas. Revenez. Donc voilà cette séquence qui se termine par une des plus belles déclarations d'amour du cinéma. Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas. Enfin, très, très célèbre et très, très touchante, bien évidemment. Alors, si j'ai choisi cet extrait, c'est pour cela d'abord, pour cette scène qu'on ne se lasse pas de revoir, mais parce que c'est un moment charnière, mais il y en a plusieurs dans le film qui auraient pu tout aussi bien convenir. Mais c'est assez exemplaire de toute façon de ce qui se joue dans le film, dans la façon dont Fulls filme les acteurs. En préparant, ce matin, m'est revenu une conversation que j'avais eue quand j'étais étudiant en cinéma avec un camarade de classe qui était convaincu, lui, il me disait que chaque plan d'un film devait être justifié, c'est-à-dire que si tout le cadre, le choix, ça, moi, il me semblait qu'il pouvait y avoir une part d'aléatoire. Et là, dans cet extrait, enfin, il n'y a pas lieu de trancher, mais ce qui me frappe chez Ophuls, c'est justement l'affirmation d'un style ou d'une écriture à chaque plan. Mais ce n'est pas, on pourrait pas, c'est pas une raison pour dire que chaque plan a un sens en lui-même qu'on pourrait décrypter. Parce que il me semble que quand on voit la séquence comme ça dans sa continuité, ce qu'on retient, c'est les sentiments, c'est la relation entre Vittorio De Sica, la gêne de Daniel Darieux de le retrouver. Ils ont du mal à se parler, ils ne se sont pas vus depuis quelques jours, ils ont envie de se toucher, mais ils ne le peuvent pas. Enfin, et ensuite, il y a l'arrivée du mari qui va transformer encore les rapports entre eux, et lui qui instaure un rapport avec Vittorio De Sica, puis cette conversation à trois, et puis le départ du baron Donati vers la porte avec cette déclaration d'amour.
Mais quand on regarde attentivement chaque plan, ce qui est un peu l'enjeu de l'exercice auquel on est amené qu'on est amené à faire aujourd'hui, mais qui est toujours un tout petit peu un exercice de forçage d'un film, parce que je crois que la beauté et la force du travail d'Ophuls, c'est de faire en sorte que chaque plan euh, que dans chaque plan, il y a un travail très particulier de composition qui a un rapport avec ce que le film raconte, mais en même temps, quand on le voit, on ne le perçoit pas parce que la durée du plan fait que finalement, c'est quelque chose qui, qui passe en second plan et que si ça nous affecte, c'est sans doute inconsciemment. C'est-à-dire que on ne on peut pas dire ah là, ce plan est formidable, il y a un cadrage extraordinaire. C'est quelque chose qui passe, me semble-t-il, dans le mouvement. Et quand on parle de Fulps, on pense souvent à des mouvements enfin, des mouvements on parle de mouvements de caméra, de plans très longs, de circonvolution, et là on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Il y a des plans, il y a une grande variété de types de plans qui, qui, sont, qui sont agencés et qui varient d'une séquence à l'autre. Alors, j'ai sélectionné comme ça un certain nombre d'images qui reprennent le plan, mais au tout début, on peut peut-être lancer le plan 1 quand elle arrive dans le salon. Quand Madame 2 arrive dans le salon, on voit cette composition du plan qui n'est pas qui est étrange. Enfin, ils sont dans une distance l'un à l'autre et on entre dans un système bon, on pourrait dire de contre-champ, mais un contre-champ quand même avec des personnages très décadrés. Alors, quand on arrête l'image, effectivement, on voit l'importance de Monsieur De, enfin le militaire, donc le mari de Madame De, qui prend autant d'espace, même plus d'espace dans ce tableau en pied qu'elle qui est cadré à la ceinture. Donc une espèce d'importance comme ça du personnage du mari qui fait écho à une scène précédente où le baron Donati a déambulé dans la bibliothèque. Il s'est heurté à chaque fois à des représentations du mari, une photo, ce tableau très, très impressionnant, très officiel. Alors, quand on passe au plan suivant, ou à l'image suivante plus précisément, on voit que le baron se retourne et il va s'approcher de Madame de Daniel Darieux. Et au moment où il se touche à l'image, hein, dans la distance du plan, on va regarder l'image suivante. Je reprends la dernière image. Quand ça raccorde au plan suivant, ils sont de nouveau espacés. Ils sont de nouveau. Ophuls s'amuse comme ça à jouer de cette tension entre l'envie de se rapprocher l'un de l'autre, le désir de se toucher, et au moment où on a le sentiment que ça se réalise, il les sépare de nouveau. Et tout le début de cette séquence va jouer sur cette tension entre l'approche, le désir et la distance qu'ils doivent respecter, comme s'ils matérialisaient un petit peu la sensation du désir dans ce jeu de rapprochement qui dans une situation qui leur impose une certaine distance. Et donc, dans l'image suivante, on continue un peu le même jeu. De nouveau distant, ils se rapprochent, et au moment où ils se rapprochent, on passe au plan suivant, l'image suivante, et là, ils sont de nouveau séparés. Donc, il y a tout ce jeu qui est assez rapide, mais on peut penser que quand on voit le film, non seulement le jeu des acteurs, les sentiments, enfin tout ce qui est exprimé par les gestes, par l'intonation, par les paroles, et je ne vais pas dire redoublé ou surligné, mais est contaminé aussi par ce travail sur les raccords. Il n'y a rien de vraiment, on pourrait dire, de vraiment banal. Enfin, très souvent dans le cinéma,
la caméra accompagne les personnages, les suit. Là, on voit que le travail d'Ophuls, c'est toujours d'avoir un regard extérieur extérieur par rapport à l'action. Il joue beaucoup dans les ressorts dramatiques de ce qu'on appelle l'ironie dramatique, où les, les- le spectateur et Ophuls, et donc Ophuls nous transmet, nous, le spectateur, le sentiment de connaître plus de choses que ce que connaissent les personnages, et c'est de ça dont on tire notre plaisir. Et finalement, la façon dont il cadre, c'est un petit peu ça aussi, c'est-à-dire qu'il joue avec les acteurs dans l'espace et avec les personnages dans l'espace à sa guise pour produire un certain nombre d'effets. Là, en l'occurrence, c'est ce jeu entre le désir de se rapprocher et la distance. Donc, il y a tout ce moment assez savoureux, enfin très juste, où elle dit c'est quand on a trop à se dire c'est quand on a trop à se dire qu'on se tait, et tout ce discours sur Napoléon, sur le tableau qu'il voit, qui est à la fois une discussion où ils parlent d'autre chose parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils s'aiment ou avouer leurs sentiments. Et en même temps, il y a aussi une part d'ironie, mais là, ce n'est pas de l'ironie dramatique. Si on s'arrête sur cette image qui est quand même assez longue, mais je ne suis pas sûr que quand on voit le film dans sa continuité, on le perçoive, il y a quelque chose d'un peu ironique dans ce décorum un peu fastueux de guerre, de Napoléon, qui renvoie à la bataille de Waterloo, et en même temps un général dans le film qu'on ne verra jamais faire la guerre. Enfin, c'est une espèce de général de pacotille, une société assez frivole, et finalement, on est loin du conflit. Les seuls conflits, ce seront les conflits amoureux, des conflits sociaux. Et bon, on peut même s'amuser si on veut, mais là, c'est peut-être un peu exagéré, de repérer dans les épées ou les sabres qui sont accrochés au mur, non seulement donc des traces d'une activité guerrière, mais peut-être la préfiguration du duel final entre le baron Donati et Monsieur II. Donc, après ce jeu comme ça de rapport, on s'approche, on se quitte, il y a une espèce de tension qu'on peut dire qui a été créée. Là, on reste un petit moment dans un chant contre chant finalement relativement classique, traditionnel, c'est-à-dire personnages qui sont face à face, on passe de l'un à l'autre avec de temps en temps ce plan où ils sont tous les deux réunis, avec, vous avez vu Vittorio De Sica avec qui a surélevé un tout petit peu, il est en haut de la marche, enfin, il y a un jeu comme ça où il est un peu dans une situation, disons, de supériorité, il est un peu impassible alors qu'elle s'agite beaucoup plus, elle est un peu plus fébrile, un peu plus semble-t-il, touchée par la situation. Elle agite son mouchoir comme le faisait, enfin on disait que c'était Gaby Morlet qui avait ce jeu comme ça, de triturer un mouchoir blanc dans des moments d'émotion. Donc c'est un petit peu ce qu'elle fait à ce moment-là, Danielle Darieux, avec une voix dont on sent qu'elle ne peut pas exprimer tout ce qu'elle ressent et qu'elle est brisée. Et finalement, ce moment de dialogue où ils sont tous les deux séparés va être comblé ensuite. Toute cette tension accumulée va se résoudre dans ce moment d'intimité qu'ils vont réussir à avoir, où ils vont se rapprocher l'un l'autre. Alors, je ne sais pas si on le voit là à l'image, mais en termes de travail expressif, Ophuls s'est amusé dans ce moment il y a un panoramique et en même temps un travelling avant où les personnages se rapprochent enfin, après toute cette tension accumulée. La caméra se rapproche avec eux et à l'arrière-plan, l'image, enfin la lumière baisse, c'est-à-dire que les projecteurs du décor ont été baissés et on le voit à l'arrière-plan dans le mouvement de la séquence, on n'y prête évidemment pas attention et heureusement,
Mais Ophuls s'est amusé, enfin, sans tenir compte d'une quelconque réalité. Enfin, on est tout à fait dans l'artificiel, dans une volonté de faire ce qu'il veut avec les outils du cinéma, c'est les cadrages, et là, tout d'un coup, il y a cette lumière qui s'est baissée à l'arrière-plan, ce qui permet de renforcer l'intimité, la brève intimité qu'ils ont entre eux, un moment très, très intense et très touchant. Donc là, quand on voit l'image arrêtée, on le sent peut-être pas beaucoup, mais il y a une émotion très forte à ce moment-là. Enfin, c'est absolument, il y a quelque chose de bouleversant, de fragile, parce que tout d'un coup, il retrouve la sensation du bal, des moments où ils ont dansé entre eux, et ils s'abandonnent l'un à l'autre d'une certaine façon, mais c'est extrêmement, extrêmement bref. Il y a quelque chose de très, très touchant parce qu'ils sont obligés de se reprendre. À ce moment-là, il y a l'image et un éclairage qui arrive, qui les éclaire. Et donc, ce moment d'intimité qu'ils ont eu est tout de suite déchiré par une lumière. Il y a quelqu'un qui passe, et donc ils se reprennent à ce moment-là, et ils sont obligés de reprendre une apparence, disons, comment qualifier ça, enfin, civile, enfin, parce que le film joue comme ça, enfin, cette séquence joue des moments où ils s'abandonnent, où ils se laissent aller à l'amour enfin, qui les attire l'un vers l'autre, mais euh, mais ils sont obligés aussi de se tenir à des conventions. Et donc, toute la séquence joue entre ces deux moments, et c'est assez bouleversant, quoi, de sentir cette tension qui est vraiment, enfin, très, très bien rendue aussi par les acteurs. Donc, une fois ce moment d'intimité passé, quand ils se ressaisissent, il y a ce discours où bon, il parle de ce cadeau qu'il a laissé. Et Madame de, quand elle sort de la pièce, euh, elle monte les escaliers. Et à ce moment-là, il y a un personnage de serviteur, la composition du plan. Alors, ce qui m'embête, ça fait un petit peu côté qualitatif, mais en même temps, c'est tellement composé pour attirer notre regard qu'il est très difficile de ne pas le dire, même si on le remarque à peine quand on voit le plan, puisque l'enjeu de la mise en scène, c'est de nous faire suivre Madame De qui monte l'escalier vers sa chambre, mais il y a un serviteur qui arrive avec une torche qui descend l'escalier vers la gauche, et notre regard à ce moment-là est attiré par la lumière, et il passe devant nous, et au moment où il arrive en plein milieu de l'image, il y a la porte qui s'ouvre, où Monsieur De rentre à la maison, et au moment où il rentre, il ouvre la porte, Madame De ferme la porte de sa chambre. Enfin, il y a un travail comme ça dans l'espace qui est d'une grande précision et d'une grande élégance, puisque en un seul plan, il arrive à nous faire passer d'un espace à l'autre juste en dirigeant notre regard dans le plan. Alors, ensuite, ce moment, le moment où Madame De retrouve ses bijoux, donc on ne peut pas détailler bien évidemment toutes les séquences, mais bon, juste avant, quand le mari entre et se confronte au baron Donati, il y a ce moment où il rentre dans la pièce, il ferme la porte, et cette façon de fermer la porte est une façon de créer une espèce de tension comme ça, et qui fait écho dans le film à plusieurs moments où le baron, enfin où le mari, Monsieur De, ferme les portes. Enfin, c'est quelqu'un qui ferme beaucoup les portes dans le film. Enfin, si vous le revoyez, vous pourrez vous
vous en rendre compte. On peut suivre la façon, enfin, il y a tout un rapport comme ça dans le film avec Monsieur 2 et la porte. Il y a même un moment où il maintient la porte, il n'arrête pas de vouloir la fermer et il y a une conversation qui l'empêche de la fermer. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Euh, et là, tout d'un coup, il y a un moment de bascule, c'est quand Madame de se retrouve avec les bijoux. C'est-à-dire que ces bijoux qu'elle avait vendus de façon un peu légère, donc là, dans ces deux images, vous voyez le moment où, au tout début du film, elle regarde les bijoux. Donc, vous voyez, bon, le plan, les axes de prise de vue ne sont pas du tout les mêmes. Et quand elle regarde ces bijoux au tout début du film, elle a un rapport aux bijoux relativement distancé. Enfin, ce sont des bijoux qui ont une valeur et qu'elle va vendre, même si c'est un cadeau de son mari, un cadeau pour leur mariage et qui peut avoir, il n'a plus de valeur sentimentale. Il a juste une valeur, je dirais, vénale. Et quand elle les vend, elle a un petit peu oublié ce qu'il pouvait représenter peut-être un jour de symbolique. Or là, quand elle les retrouve, on le voit, c'est l'image de droite, elle a tout d'un coup un rapport très sensuel et il y a un peu un côté un tour de passe-passe à ce moment-là, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a un retournement, c'est-à-dire que ces bijoux qu'elle avait vendus, qui n'avaient par rapport auxquels elle n'avait plus aucun affect, là ça bascule complètement. Ils vont devenir un talisman et il suffit qu'ils reviennent et qu'il soit offert par le baron Donati pour que tout d'un coup ils prennent un autre statut qui va contaminer après enfin, une bonne partie de son comportement et qui va aussi entraîner un certain nombre de quiproquos enfin, autour de ce. Si vous avez vu le film, vous vous en souvenez, je ne vais pas le raconter maintenant. Donc, il y a de la part, enfin, au moment il faut que le spectateur accepte que ce bijou qui n'était rien pour elle, tout d'un coup, devient quelque chose de très important, de très intense et de très intime pour qu'on puisse croire à la suite et à tout ce qui va se passer. Alors, dans la conversation ensuite avec le baron et le baron Donati et Monsieur De, on est là tout à fait dans le registre, enfin, quand je parlais tout à l'heure d'ironie dramatique, c'est assez savoureux de voir le baron se dépêtrer avec difficulté d'un léger mensonge, pardon, quand il lui dit, mais le mari lui dit, mais vous ne l'avez donc pas vu, elle ne vous l'a pas dit. Si, si, enfin, ce côté est assez savoureux pour le spectateur qui en sait beaucoup plus que les deux personnages réunis sur cette situation qui est à la fois, qui relève il y a un côté vaudeville un tout petit peu ridicule, mais qui joue d'une tonalité sans doute un peu plus grave. Là, on voit que les deux personnages, cette fois-ci, par rapport tout à l'heure, le baron Donati était en haut des marches par rapport à Madame de. Là, cette fois-ci, le rapport est inversé. C'est le mari qui est un petit peu plus en hauteur et qui domine la situation. Alors, ce sont des façons, on pourrait dire, assez sommaires. Elles sont assez sommaires parce qu'on le dit, mais si on ne le dit, on n'insiste pas plus, c'est quelque chose qui dans le moment, dans le coulé du film, apparaît comme quelque chose tout de l'ordre du sensible. On le ressent, quoi. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut verbaliser. Le temps, la séquence était un peu longue, donc on va peut-être passer à la suite. Quand Madame de revient, à ce moment-là, il y a ce jeu entre à trois, hein, c'est le trio. Et donc, on a pu voir la différence de plan qu'on a eu. Là, tout d'un coup, on a trois plans où Monsieur 2 regarde le baron Donati et Madame 2. Ce sont des plans très secs, muets à un moment.
où tout se passe par le regard et on sent que chacun garde intimement en lui une espèce de secret, de ce qu'ils ne peuvent pas dire, d'autant que le mari prend d'une certaine façon un petit peu l'ascendant sur les deux personnages, puisqu'il il s'adresse à eux et il finit par congédier le baron. Il y a ce très beau plan sur lui où pendant un petit moment, on peut, en regardant son visage, heu, on voit bien qu'il songe, il pense, il y a quelque chose en lui, mais sans qu'on puisse savoir exactement, de quoi de quoi il retourne et le temps qu'on le regarde, songer comme ça, on peut imaginer tout un tas de pensées, y compris, une espèce de peut-être, si on veut, hein, le visage de Boyer est assez, soucieux sans être expressif, sans exprimer quelque chose de très clair. Il y a quelque chose dans ce qu'il vit à ce moment-là d'une espèce peut-être aussi de regret ou il n'est pas seulement affecté d'être peut-être trompé, mais il y a une espèce en lui le regret de voir cette femme qui vit cette passion et que lui, peut-être n'a pas eu l'occasion de vivre une telle passion qui s'exprime dans le plan suivant avec la fameuse déclaration d'amour, hein, et là on change complètement de, de registre. On était dans des plans très secs et là tout d'un coup il y a une espèce de travelling qui tourne un tout petit peu. Il aurait fallu faire, l'idéal aurait été de faire un schéma où tout d'un coup, on accompagne les deux presque amants, enfin qu'ils le seront définitivement jamais, mais en tout cas des gens voilà, deux personnages qui sont attirés l'un vers l'autre. La caméra les accompagne dans un travelling qui est en même temps panoramique. Enfin, il y a un mouvement très fluide pour les accompagner, pour arriver à cette déclaration d'amour qui est non seulement une déclaration d'amour, mais en même temps une dénégation. Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, et peut-être une tentative d'auto-persuasion, et puis d'une certaine façon une prière. Enfin, on a l'impression d'une prière, une façon une supplique pour ne pas céder à ce qui semble, à cette passion qui l'emporte. Donc, je vais pas être plus long que ça. Je voulais juste, en, en conclusion, dire que bon, si on a regardé, en fait, on a vu des images arrêtées, mais bon, vous avez en souvenir les plans. Si chaque plan a comme ça, on pourrait dire, un intérêt particulier qu'on peut souligner, ils valent surtout dans le rapport qu'ils entretiennent avec les autres. C'est-à-dire que c'est dans si le plan final de la déclaration d'amour a autant je dirais, d'intensité, c'est sans doute parce qu'avant, il y a eu des plans beaucoup plus secs. La même façon, quand ils se rapprochent l'un l'autre autour du fauteuil, ça a d'autant plus d'intensité que les plans précédents jouaient sur ce jeu entre la distance et le rapprochement. Voilà, j'ai l'impression d'être allé un peu vite et peut-être que la séquence était trop longue. Bon, merci de votre attention. Je ne sais pas qui était là. Merci Bien, beaucoup, mais Jacques. Non, c'était euh, très bien. On a eu un petit message de la petite fille, non, de la fille, pardon, du caméraman de FUS, qui est très contente et qui nous remercie d'avoir organisé cette séance. Donc voilà, donc merci beaucoup. On est quasiment à la fin de cette séance. Je vous indique simplement que la semaine prochaine, c'est Christophe Damour qui vous proposera un zoom sur Leonardo DiCaprio dans Gatsby le Magnifique. Voilà, merci encore et bonne soirée à tous. Au revoir. merci, au revoir.